Madame la préfète, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la présidente de la FNSEA, chère Christiane Lambert, Monsieur le président des jeunes agriculteurs, cher Jérémy de Serles, Monsieur le maire de Tours qui nous accueillait dans votre belle ville ce matin, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président du conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des professionnels, Mesdames et Messieurs les représentants des fonctions décentralisées de l'État, et vous tous, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Merci de votre invitation, Madame la Présidente, pour venir clôturer votre 72e congrès. C'est toujours un rendez-vous important et permettez-moi de commencer mon propos en évoquant un souvenir, somme toute, récent. Il y a un an, jour pour jour, j'accompagnais Emmanuel Macron, qui n'était encore que candidat à l'élection présidentielle au congrès de la FNSEA à Brest. Emmanuel Macron avait répondu favorablement à votre invitation comme 7 autres candidats pour passer l'une des auditions les plus en vue de la campagne électorale. En 20 minutes, et c'était le temps imparti à chacun des orateurs, il avait dit sa vision de l'agriculture pour les décennies à venir. Il avait dit avec clarté son cap des agriculteurs qui vivent du juste prix de leur production avec une agriculture qui réponde toujours mieux aux attentes des consommateurs. Et il avait dit aussi sa confiance en l'Europe et en notre capacité à ne pas céder aux sirènes du populisme. Je me souviens aussi que ce congrès se tenait au Palais des Congrès de Brest, boulevard Tanguy-Prigent. Je le dis aux plus jeunes d'entre vous, qui peut-être ne le savaient pas, mais François Tanguy-Prigent était un paysan, syndicaliste, coopérateur, breton, finistérien de Morlaix, grand résistant, socialiste, oui, il y en avait déjà, et il avait passé ses plus belles années à se battre contre la barbarie, les populismes et la montée de la peste brune. En 1944, ce paysan militant avait appris par la radio qu'il était nommé ministre de l'Agriculture du premier gouvernement du général de Gaulle, comme d'autres aujourd'hui. Et c'est ce clin d'œil au passé. Il avait su dépasser les a priori, dépasser les préjugés, pour s'engager résolument dans un processus de transformation au service de son pays. Tanguy-Prigent restera ministre de l'Agriculture plus de 3 ans et il laissera en héritage à l'agriculture française le statut du fermage et du métayage qui est encore en vigueur aujourd'hui, 70 ans plus tard. Et si je choisis de parler de ce rendez-vous de Brest de mars 2017, et des propos d'Emmanuel Macron à cette occasion et du parcours de François Tanguy-Prigent, c'est parce qu'ils illustrent chacun à leur manière la nécessité que nous avons tous d'assumer notre volonté de transformer et de penser le temps long en sortant du confort des clivages artificiels. Et que l'on soit représentant du peuple, comme c'est mon cas, celui des parlementaires que j'ai plaisir à retrouver ici, ou des représentants syndicaux, comme vous, nous sommes des élus. Nous avons des approches qui peuvent parfois diverger, je le sais, mais nous avons aussi des obligations, celle de proposer un cap pour celles et ceux que nous représentons, d'améliorer leur quotidien, d'imaginer des solutions, d'expliquer le sens des réformes, de convaincre ceux qui doutent, et ils sont encore nombreux, que c'est le bon chemin et que c'est la bonne méthode. Et en venant parmi vous à Tours ce matin, je sais, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les délégués, que vous êtes tous animés par ce sens de l'intérêt commun qui unit vos mandants. Je sais que vous avez tous conscience que les problèmes les plus simples nécessitent souvent les réponses les plus complexes. Et je sais aussi que dans la perspective des échéances électives qui sont les vôtres en janvier prochain, vous êtes soucieux de vous battre aussi contre la facilité et contre les propos de tribunes éphémères, annonciateurs de matins qui déchantent. Alors je veux maintenant entrer dans les sujets les plus concrets et je voudrais vous parler de la réforme des zones défavorisées simples.
Et si je puis faire un premier commentaire, c'est bien de dire qu'accoler le terme simple au terme zone défavorisée relevait pour le moins du paradoxe quand on sait la complexité de ce dossier et les enjeux qu'il recouvre. À l'issue de 2 années de discussion, et sans critiquer mes prédécesseurs, dont un au moins a eu le mérite de lancer les travaux et de les faire avancer, et je comprends maintenant pourquoi le rapport de la Cour des comptes européenne datant de 2003 et les injonctions de la Commission de 2010 étaient restés dans les placards de la rue de Varennes, malgré les alternances politiques, au vu de la complexité de ce dossier et des réactions qu'il pouvait susciter. Vous dire que nous avons été collectivement rigoureux, qu'il n'y a eu aucun arbitraire, que chacun des critères choisis est solide et qu'ils sont en passe d'être validés par la Commission, que l'exercice était contraint de toutes parts, que le travail a été méthodique et que nous avons toujours été soucieux de ne jamais opposer les départements, de ne jamais opposer les hommes entre eux, et qu'il nous reste, à ce stade, mesdames et messieurs, il nous reste aujourd'hui une marge de manœuvre de quelques dizaines de milliers d'hectares pour traiter des enclaves avec le critère de continuité territoriale. Et je sais que cela ne convaincra pas ceux qui ne rentreront pas dans le zonage alors qu'ils y avaient fondé beaucoup d'espoir. Vous dire aussi qu'à partir de 2019, il y aura au moins 14 133 communes classées contre 10 429 dans le zonage actuel, qu'il y aura au moins 5 045 communes nouvelles et près de 10 000 bénéficiaires potentiels en plus. Mais vous dire tout ça, mesdames et messieurs, ne convaincra jamais les bénéficiaires actuels qui sortiront parce qu'eux, ils se retrouvent dans les quelques 1300 communes qui vont sortir. Je sais que je ne les convaincrai pas totalement, même si le processus est maintenant arrivé à son terme. En revanche, la chose dont je voudrais vous convaincre, c'est que jamais nous avons traité les chiffres et les cartes. Jamais nous n'avons oublié que derrière ces cartes et ces chiffres, il y a des agriculteurs pour lesquels les difficultés sont importantes. Je le dis ici clairement à Tours, en sachant très bien ici que dans votre département, vous êtes particulièrement concernés et que c'est le cas aussi de départements voisins comme le Loiret, le Cher et les Deux-Sèvres. Mais ma responsabilité de ministre, mesdames et messieurs, c'est de solder le passé, avant que ce passé nous rattrape inexorablement avec l'échéance du 1er janvier 2019. Ma responsabilité maintenant, c'est de me tourner vers l'avenir en imaginant avec vous les meilleures modalités pour vous accompagner dans vos difficultés et dans vos projets. Les préfets de départements concernés par ce nouveau zonage vont organiser dans les jours qui viennent une information précise des parlementaires, des élus territoriaux, des organisations professionnelles agricoles. Il s'agira bien sûr d'informer sur les communes qui sont dans le zonage, mais aussi de recenser la nature des difficultés. Et vous le savez comme moi, ces difficultés, elles sont différentes selon que l'on soit jeune agriculteur ou plus âgé, que l'on soit plus ou moins endetté, que l'on soit installé seul ou en société, que l'on ait ou pas des projets d'investissement ou de diversification individuelle ou collectif. Autant que faire se peut, les réponses seront taillées sur mesure. Ça pourra aller de l'accompagnement de projets collectifs d'irrigation dans les Deux-Sèvres, nous en parlions tout à l'heure, à l'accompagnement de projets de diversification individuelle dans le Cher ou dans le Rhône, pour ne citer que 2 exemples concrets. Et c'est ce travail de fourmi exigeant qu'il faut effectuer dans les mois qui viennent. Le nouveau zonage entrera en vigueur en 2019 et pour sa première année d'application, les bénéficiaires dits sortants percevront encore 80% de l'aide ICHN actuelle. Mettons à profit ces quelques mois pour penser l'après et recenser les projets et imaginer ensemble les outils les plus adaptés à la diversité des situations et à la diversité des territoires. Et vous avez été nombreux à me demander de me rendre sur le terrain, dans le Sud-Ouest, dans les Deux-Sèvres, dans le Centre, dans l'Aube. Je ne me déroberai pas et j'irai là où il le faut pour discuter et travailler avec vous sur vos projets. Je veux le faire parce que c'est ma responsabilité
et que rien ne remplacera ce dialogue singulier que je souhaite avoir avec vous, dans le respect mutuel, avec le souci de construire ensemble des solutions. Et je veux vous annoncer ici que le premier comité national qui prépare la suite des décisions que nous avons prises et qui seront prises par la Commission européenne sur les zones défavorisées se tiendra le 6 avril prochain. Ce travail sur le zonage des ZDS a mis en lumière un sujet sans doute encore plus important pour l'avenir. C'est celui du devenir des zones intermédiaires. Ces quelques 25 départements qui suivent une ligne entre La Rochelle et Strasbourg, ou qui sont dans le sud-ouest et qui font face aujourd'hui à de nouveaux défis. Les accidents climatiques qui étaient l'exception, aujourd'hui deviennent la règle. Gelée tardive, sécheresse, 3 années sur 5, inondations, baisse des rendements, appauvrissement des sols. Ces aléas se conjuguent de plus en plus avec la disparition progressive des productions animales et des outils de transformation. Pire, ils se conjuguent également avec la baisse des vocations. Et c'est dans l'avenir de ces territoires que se jouent les 15 prochaines années, et la PAC ne pourra pas apporter à elle seule la solution clé en main pour redonner des perspectives économiques, sociales et environnementales. Et dans ces zones, moi je ne souhaite pas mettre la poussière sous le tapis ou se mentir, ou ignorer ou mésestimer les difficultés que nous rencontrons, parce qu'elles relèvent plus aujourd'hui de la crise profonde d'un modèle que de la crise conjoncturelle. Et je souhaite, et je sais, et que cette demande a été faite lors du congrès de l'AGPB, que sous l'égide du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, une mission soit conduite pour penser l'avenir de ces territoires. Je souhaite également que le CGAER effectue ce travail en associant étroitement les conseils régionaux, les responsables professionnels, les filières et les élus. Ce dont il s'agit, mesdames et messieurs, c'est bien d'enrayer le déclin en imaginant ensemble des solutions innovantes avec tous les outils possibles. L'irrigation, la diversification, l'investissement collectif, la transformation, la conversion au bio, la montée en gamme. Ce dont nous manquons aujourd'hui, c'est d'une approche globale interfilière où l'on repense la place de l'élevage et les outils de transformation. Et il ne s'agit pas de se payer de mots ensemble en faisant croire que demain, chaque exploitation devra refaire de tout. Il s'agit de réfléchir, mais de réfléchir vite pour que chaque territoire conjugue activité végétale et activité animale. Par exemple, il n'est plus possible aujourd'hui qu'il soit plus difficile d'installer un premier bâtiment de volaille label ou un atelier de porc charcutier bio dans un département où il n'y en a pas, du fait de contestations locales, que d'installer un énième bâtiment conventionnel dans une commune de l'Ouest. Et c'est sur ces points concrets, très concrets, que j'attends des propositions stratégiques de la mission. J'attends aussi la mobilisation des acteurs économiques, au premier rang desquels vous-même, les agriculteurs. Je compte également sur la mobilisation des filières et des interprofessions qui doivent voir dans les transformations à conduire des opportunités pour progresser dans la mise en œuvre des plans de filière qui ont été remis au gouvernement en décembre dernier. Mesdames et messieurs, il y a 1 an, à Brest, Emmanuel Macron a jeté les bases du contrat qu'il entend construire avec le monde agricole. Et dès le lendemain de son élection, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, il m'a confié l'organisation et la coordination des États généraux de l'alimentation. Ces États généraux auxquels vous avez participé activement pendant 6 mois, et je veux une nouvelle fois vous en remercier, ont été la première réponse à une situation qui n'a que trop duré, et ils trouvent aujourd'hui une traduction concrète dans le projet de loi qui a commencé à être débattu avant-hier en commission à l'Assemblée nationale. L'enjeu de ce projet de loi, vous le connaissez, et je l'ai rappelé il y a peu lors du congrès de la FNPL à Vannes. Entre 2000 et 2016, le prix du lait payé aux producteurs est passé de 30 à 32 centimes par litre, soit 2 centimes de litre de plus en 16 ans. Vous avez bien entendu, pas 2 centimes par an, mais bien 2 centimes par litre en 16 ans, alors que l'inflation durant la même période a été de plus de 27%. Et ce qui vaut pour le lait vaut aussi pour les autres productions agricoles, en viande bovine, en porc, en volaille, en production végétale. Et sans nier le fait qu'il y ait eu des parenthèses, parfois plus favorables, sur certaines productions,
le sujet auquel il nous faut apporter des réponses est bien celui de la répartition et de la relance de la création de la valeur. Et j'entends ici ou là que ce projet de loi n'irait pas assez loin, que ce n'est pas assez rapide, ou encore que nous ne serions pas au rendez-vous des prochaines négociations commerciales qui se dérouleront dès octobre prochain. Mesdames, Messieurs, je veux vous le dire clairement, je réfute avec fermeté chacun de ces arguments. Quoi qu'en dise un grand distributeur, en prenant à témoin les consommateurs, à coups de pages de pub très onéreuses dans la presse quotidienne, non, on ne marche pas sur la tête, non, on ne sert pas des intérêts cachés, et non, on ne l'oblige pas non plus à vendre plus cher. Et puisque ce distributeur, je le cite encore, aimerait comprendre, je vais lui expliquer. La hausse du seuil de revente à perte et la fin des promotions excessives va induire pour lui, dans un premier temps, une hausse de marge et de chiffre d'affaires. Eh bien, il n'y a aucune fatalité à ce que ces hausses se traduisent par une augmentation globale des prix pour le consommateur. Il n'y a aucune fatalité à ce qu'il conserve cette nouvelle marge, il peut en faire un autre choix. Il peut tout simplement faire ce choix de respecter les engagements qu'il a pris en signant le 14 novembre dernier, Madame la Présidente, avec vous, une charte avec toutes les organisations professionnelles agricoles et avec les représentants de l'agroalimentaire et tous ses concurrents qui étaient autour de la table. Chacun des distributeurs va devoir faire des arbitrages sur l'utilisation de cette marge et de ce chiffre d'affaires supplémentaire. Et s'il respecte ses engagements, il reverra ses marges à la baisse sur d'autres produits, tout en augmentant le prix payé à ses fournisseurs, notamment les producteurs et les PME de l'agroalimentaire. Et ce rééquilibrage des marges, il pourra se répartir sur un nombre si important de produits qu'au final, le distributeur qui voudra jouer le jeu, celui qui restera dans l'esprit des États généraux de l'alimentation, pourra à la fois contribuer à une meilleure rémunération des agriculteurs et préserver aussi le porte-monnaie des consommateurs, parce que je n'oublie pas non plus que les agriculteurs sont aussi des consommateurs. Alors oui, dans ce projet de loi, il y a deux paris. Le pari de l'intelligence collective, arrêter de pressurer les maillons les plus fragiles de la chaîne, sauf à condamner toute l'économie agricole et agroalimentaire française. Le pari aussi de la morale et du respect de la parole donnée, même, voire surtout, dans le monde des affaires. Et sur ce dernier point, j'espère que les errements qui ont été mis en lumière récemment dans les pratiques commerciales de certains acteurs peuvent être considérés désormais comme relevant de l'ancien monde. L'un des objectifs majeurs de la loi, vous le savez, est le rééquilibrage des relations entre l'amont et l'aval des filières afin que les producteurs puissent vivre du prix payé. Cela passe par la mise en œuvre des différents outils qui doivent fonctionner ensemble pour permettre une meilleure répartition de la valeur. Je ne les citerai pas tous, mais je souhaite évoquer quelques éléments. Tout d'abord, le principe du renversement de la construction des prix. C'est un élément absolument essentiel de cette nouvelle logique afin de prendre en compte les coûts de production et les valorisations des acheteurs sur les marchés. Il nécessite néanmoins des prérequis. Disposer d'indicateurs fiables mis à la disposition des acteurs économiques et de contrats types. C'est le travail en premier lieu des interprofessions que d'identifier les indicateurs pertinents et, le cas échéant, les élaborer. Elles peuvent bien évidemment s'appuyer sur les compétences d'autres opérateurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente, mais il y a FranceAgriMer, il y a aussi l'Observatoire de la formation des prix et des marges. J'insiste, c'est un travail important et il faut l'initier dès à présent. Le cadre législatif va évoluer rapidement, conformément au calendrier évoqué par le Président de la République, et donc il faut vous y préparer dès maintenant et collectivement. Ce projet de loi, il est construit autour d'outils qui sont complémentaires et qui visent tous à redonner de la valeur aux productions des agriculteurs et à assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée par chaque maillon de la chaîne. L'inversion de la construction du prix, l'encadrement des promotions, le seuil de revente à perte fixé à 10%, lutte contre les prix abusivement bas, sanctions
produits locaux ou sous signe de qualité dans la restauration collective, le renforcement des organisations de producteurs et des interprofessions, toilettage de la coopération, le bien-être animal, beaucoup de choses y sont. Se préparer à ce nouveau cadre qui s'appliquera à l'automne, c'est aussi prendre à bras-le-corps la question de la structuration du secteur de la production. Parce que le gouvernement peut élaborer avec le Parlement tous les cadres législatifs et réglementaires que l'on souhaite. Ils ne seront d'aucune utilité si vous ne vous donnez pas non plus les moyens de rééquilibrer les rapports de force en vous regroupant et en vous structurant, en constituant des organisations de producteurs, en renforçant leur rôle, en renforçant leurs moyens. Et je n'oublie pas non plus les coopératives qui doivent poursuivre le travail entrepris pour encore améliorer les relations avec leurs associés et leur transparence dans la redistribution des gains. Ce sera, comme vous le savez, l'objet d'une ordonnance. Et si chacun des acteurs prend ses responsabilités, et l'État au premier chef, eh bien oui, cette loi, elle sera efficace et opérationnelle. Elle ne laissera pas la place aux interprétations en ce qui concerne la répartition de la valeur créée. Avant de vous dire un mot sur la deuxième partie du projet de loi, je voudrais souligner la vision qu'a le gouvernement de l'outil législatif et réglementaire. La loi, elle est là pour favoriser l'action et l'initiative des acteurs de terrain, notamment les vôtres. C'est cela le sens de l'engagement du président de la République, de libérer les énergies. Et c'est pour cela que nous devons poursuivre le travail de simplification engagé depuis plusieurs années maintenant dans le cadre du Corena. La mission de Pierre-Étienne Biche va donc être confortée et je réunirai le Corena dans les prochaines semaines, dans le courant du mois d'avril, Madame la Présidente, pour qu'il aborde une nouvelle étape de son travail. Et puis parce que nous devons sortir de l'ornière classique en France, consistant parfois à faire des lois trop lourdes, trop bavardes, nous devons être aussi vigilants dans les nouveaux textes que nous prenons. Tout n'a pas vocation à figurer dans la loi, ni même dans les règlements. Il faut laisser des marges d'action aux acteurs économiques, aux collectivités territoriales, au monde associatif. Et dans les projets que vous allez construire, dans les projets que vous allez conduire, dans les transformations que vous allez mettre en œuvre pour construire l'agriculture de demain, je vous invite notamment à vous saisir collectivement de l'outil que constituent les projets alimentaires territoriaux. C'est un outil particulièrement souple qui permet à tout ou partie des acteurs de travailler ensemble sur un territoire pertinent ou dans des projets axés autour de quelques objectifs clés bien choisis. J'en reviens à présent au projet de loi et sa seconde partie qui vise à renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits, ainsi que la prise en compte des enjeux du bien-être animal. Il traduit la volonté de porter une politique alimentaire qui préserve à la fois le capital santé de chacun et le capital environnemental de tous. Tout en séparant les activités de vente et de conseil, nous sécuriserons le dispositif des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques par voie d'ordonnance. Par ailleurs, le texte prévoit d'interdire les rabais, ristournes et remises lors de la vente de ces produits. L'objectif est de continuer à réduire l'usage des produits phytosanitaires et à cet égard, la loi permettra de conforter votre démarche de contrat de solution que vous avez porté ici dans votre organisation. Et je vous invite, dans le cadre de ce contrat de solution, à vous rapprocher aussi des opérateurs privés, de la distribution, de la transformation, des consommateurs. Le processus de réduction de l'usage des produits phytosanitaires ne peut pas se traiter dans le huis clos entre l'État et les professionnels en s'affranchissant des évolutions sociétales. Votre engagement va dans la bonne direction. Je veux saluer le travail que vous avez mené autour de ce contrat de solution et ce que les agriculteurs ont réussi à faire dans le domaine des antibiotiques. Et là aussi, je veux vous féliciter pour l'immense travail que vous avez su réaliser sur le plan éco-antibio. Eh bien, vous pourrez le réussir par le contrat et non par la norme, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas le réussir aussi dans le domaine des produits phytosanitaires. Enfin, le gouvernement veut faire de la politique de l'alimentation un moteur de réduction des inégalités sociales. Toutes les études scientifiques confirment que les déterminants sociaux conditionnent l'accès à une alimentation plus variée et de meilleure qualité. Ces études confirment également que l'obésité, le diabète, les risques cardiovasculaires sont encore aujourd'hui très corrélés à l'appartenance à une catégorie sociale. Et pour tenter de réduire ces inégalités sociales, cette fracture alimentaire, nous ferons de la restauration collective
un levier d'amélioration de la qualité de l'alimentation pour tous, et cela dès le plus jeune âge. Je rappelle que la restauration collective publique représente plus de la moitié des 7,3 milliards de repas hors foyer servis en France chaque année. Nous proposons donc que la restauration collective publique, voire une partie de la restauration collective privée, cela a fait l'objet des premiers échanges en commission du développement durable à l'Assemblée nationale cette nuit et la nuit précédente, s'approvisionne avec au moins 50% de produits issus de produits locaux ou de produits sous signe de qualité ou de produits bio à compter du 1er janvier 2022. C'est un progrès pour nos concitoyens. Ce sera aussi des opportunités à saisir pour bon nombre de nos producteurs. Et ce projet de loi qui va être débattu, mesdames et messieurs, et les plans de filière auxquels vous avez grandement contribué, sera accompagné de moyens financiers dans le cadre du volet agricole du grand plan d'investissement. Il sera doté de 5 milliards d'euros et visera à repenser l'accompagnement public de l'État pour faciliter et accélérer la transformation des secteurs agricoles, mais aussi de l'agroalimentaire, de la forêt-bois, de la pêche et de l'aquaculture. Il y aura 3 axes pour répondre à la fois aux besoins d'investissement des acteurs économiques de l'amont et de l'aval des filières, mais également soutenir les dynamiques d'innovation qui associent les acteurs dans les filières et dans les territoires. Le premier axe, doté d'un peu moins de 3 milliards d'euros, accompagnera la transformation de l'amont agricole et forestier. Il permettra d'accélérer l'effort d'investissement dans les exploitations agricoles et d'accroître la compétitivité pour faire évoluer les modèles agricoles et mieux répondre aux attentes des consommateurs. Si les instruments financiers sont diversifiés par le développement de nouveaux outils, des garanties, des prêts, des financements importants seront également maintenus sous forme de subventions. Ces derniers seront ciblés en priorité sur le soutien à la transformation des systèmes de production. Ils seront aussi adaptés à la réalité des projets agricoles de façon à ce que vous puissiez pleinement vous en emparer. L'intervention publique permettra d'accompagner l'audace nécessaire à la mise en place de nouvelles pratiques ou de nouveaux systèmes de production. Le GPI permettra d'accroître le volume des investissements qui bénéficieront d'un soutien public. Il est prévu notamment de déployer un fonds de garantie qui permettra de garantir des prêts aux exploitations agricoles et de cette façon faciliter l'accès au financement bancaire et surtout sécuriser des projets plus innovants et multiperformants. Les agriculteurs se verront également proposer une nouvelle offre de prêt sans garantie dédiée aux projets de méthanisation agricole. Et vous le savez que nous avons mis en place plus de 100 millions d'euros dédiés à la méthanisation et que nous travaillons aujourd'hui, parce que vous en avez besoin pour la diversification de vos revenus, que nous travaillons à décadenasser l'ensemble des projets qui dorment depuis trop longtemps. Rendez-vous compte qu'en Allemagne, il faut entre 18 et 24 mois pour sortir un projet de méthanisation. Nous sommes parfois jusqu'à 7 ans dans notre pays. Et donc, il faut pouvoir libérer ces énergies. Les autres axes de ce pays permettront d'une part d'améliorer la compétitivité de l'aval avec un peu plus de 1,5 milliard d'euros et d'autre part de soutenir l'innovation et les investissements structurants dans les filières avec une enveloppe globale de 500 millions d'euros. Et puis nous avons les chantiers sur la fiscalité. Nous avons ouvert un chantier sur cette question agricole afin de prendre le temps de faire des propositions qui soient adaptées à l'occasion du prochain débat budgétaire. Un groupe de travail a été constitué et a été réuni le 16 février dernier par Bruno Le Maire et moi-même pour lancer les travaux. Ce chantier associe étroitement les parlementaires des deux assemblées et les représentants des professionnels agricoles. Il y a 4 mois de négociations et de travaux pour formuler des propositions en vue du projet de loi de finances 2019. Les dépenses fiscales destinées spécifiquement au secteur agricole s'élèvent annuellement à 1,7 milliard d'euros. La majorité des exploitations, même celles qui sont en société, optent pour l'impôt sur les revenus plutôt que l'impôt sur les sociétés, impôt qui est pourtant plus adapté à la vie d'une entreprise. Et donc l'objectif de ce chantier, c'est de faire évoluer la fiscalité afin qu'elle soit davantage adaptée à la vie économique de vos exploitations en confortant leur viabilité mais aussi leur compétitivité. Les enjeux de cette réforme sont multiples et ils viseront notamment à améliorer la résilience des entreprises en encourageant la gestion des risques et des aléas au sein des entreprises, notamment à travers la constitution de provisions ou d'épargne de précaution. Je sais que cela est une demande forte de votre part. Cela me permet de dire quelques mots sur l'assurance récolte.
Cet outil individualisé et responsabilisant a montré son efficacité et doit être encore davantage développé. Les années 2016 et 2017 illustrent malheureusement ce besoin, avec des événements climatiques conséquents. Je ne peux que vous encourager à vous engager dans une démarche globale de gestion des risques et à mobiliser plus particulièrement les nouveaux contrats d'assurance récolte. L'État se mobilise pour prendre en charge jusqu'à 65% des coûts de souscription à cette assurance et j'entends, et je les entends clairement, les demandes récurrentes des professionnels qui sollicitent l'abaissement des seuils de déclenchement ou le rehaussement des taux de subvention, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente. Mais toutes ces demandes ont un coût. Je vous le dis, je ne souhaite pas faire appel à un nouveau transfert du premier vers le second pilier de la PAC pour le financer à ce stade. Par ailleurs, l'intervention publique doit permettre d'inciter le plus grand nombre d'agriculteurs à mobiliser ces outils en abaissant les seuils. Les contrats seraient certes plus protecteurs, mais également plus coûteux pour les agriculteurs et conduiraient à des effets d'aubaine pour ceux déjà assurés qui ont actuellement recours à des extensions de garantie non subventionnables. Pour ces différentes raisons, je ne donnerai pas suite, et je le dis clairement parce qu'il faut tenir un langage de vérité à ces demandes formulées dans le cadre de cette période de programmation. Je vous invite néanmoins à communiquer positivement sur cet outil très protecteur et conçu de manière modulaire pour une plus grande adaptabilité à la situation de chacune des exploitations. Je voudrais à présent évoquer devant vous le volet social. Vous le savez, le gouvernement a engagé plusieurs chantiers sociaux d'importance qui ont vocation à profondément accompagner la transformation de notre société. Réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle, réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, amélioration du congé maternité. Vous êtes concernés par chacun d'entre eux et les évolutions que nous allons engager se veulent structurantes pour votre secteur. L'assurance chômage, même si je le reconnais, elle ne devrait pas être mobilisée fortement par les exploitants, permettra néanmoins d'offrir une nouvelle protection aux agriculteurs, ce qui contribuera à inciter certains qui peuvent hésiter à se lancer dans cette belle expérience qu'est l'agriculture. Je voudrais insister surtout sur la réforme des retraites. Je peux vous assurer que je suis particulièrement attentif aux retraites des exploitants agricoles et à leur niveau. C'est un sujet complexe où, il est vrai, le niveau de pension de certains de nos retraités agricoles, et je pense particulièrement aux agricultrices, est très faible du fait des choix qui ont été faits par le passé. La problématique des retraites agricoles sera ainsi pleinement prise en compte dans le cadre de la réforme envisagée sous l'égide d'Agnès Buzyn et de Jean-Paul Delevoye, qui ont prévu de vous rencontrer, Madame la Présidente. Et cette question, elle ne peut pas être traitée que dans ce cadre. Toute autre solution est une promesse qui ne saurait être tenue. Je sais que vous en avez pleinement conscience et je salue le sens de la responsabilité qui a été le vôtre à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi récente à l'Assemblée. Vous n'avez pas, et comme je le sais, cédé aux sirènes de la démagogie et de la facilité. Sauf à vous faire un discours fleuve rappelant les plus grandes heures de certaines républiques populaires, je ne pourrais pas, et je voudrais conclure, Madame la Présidente, et je voudrais, pour conclure, évoquer un certain nombre de sujets, et notamment la PAC et les accords internationaux. Je vous rappelle que, même si les prochaines échéances électorales qui vous concernent les plus directement sont celles des chambres d'agriculture, tout cela ne m'a pas échappé, elles seront presque immédiatement suivies par les élections européennes. Vous le savez tous, vous le voyez et vous l'entendez, l'Europe est souffrante. Elle est confrontée à des défis qu'elle n'avait plus connus depuis 70 ans en matière de défense, de sécurité, de flux migratoires, de terrorisme. Les événements tragiques de Trèbes, il y a une semaine, nous l'ont violemment rappelé. Les populismes et la peur de l'autre gagnent du terrain. C'est le dessein du projet collectif européen qui est maintenant contesté de toutes parts. C'est dans ce contexte que nous avons engagé avec énergie les discussions au Conseil sur l'avenir de la PAC et je suis très vigilant sur la préservation d'une PAC forte au niveau européen et dotée d'un budget ambitieux. Le président de la République l'a dit, malgré les incertitudes liées au Brexit et l'émergence de nouvelles priorités, le budget de la PAC ne doit pas être moins ambitieux. Je souhaite être très clair sur ce sujet. Il n'y a pas de doute à avoir sur la position du gouvernement, comme je peux parfois l'entendre. Nous sommes collectivement conscients de l'importance de maintenir le premier filet de sécurité assuré par les paiements directs. Tout débat sur un cofinancement des paiements directs est exclu en ce qui concerne la France et de nombreux autres États membres. Un tel cofinancement mettrait à mal les fondements d'une politique qui doit rester intégrée
au niveau européen. Les paiements directs doivent permettre de créer un cadre et des conditions de fonctionnement du marché qui favorisent la création de valeur ajoutée dans les filières agricoles. Nous nous battrons pour conserver l'ensemble des outils sectoriels de gestion des marchés déclinés dans l'organisation commune des marchés et en développer de nouveaux là où c'est utile. Leur efficacité pour les OCM devra être renforcée. Nous nous battrons aussi pour le maintien des aides couplées pour qu'elles puissent accompagner également la transformation des systèmes de production vers plus de performance. Il nous faudra aussi des outils qui soient plus réactifs en anticipation, en gestion des crises. Je plaide par ailleurs pour la constitution d'une réserve de crise à caractère pluriannuel qui soit dotée de moyens suffisants pour traiter des crises pouvant concerner l'ensemble du territoire européen, mais sans être prélevée sur les aides directes, comme c'est le cas aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la politique agricole commune est une politique économique qui doit répondre à des défis multiples sans se détourner de l'objectif de permettre le développement de l'activité agricole sur l'ensemble du territoire européen. Il est indispensable de préserver, de renforcer l'ambition environnementale de la PAC. Nous avons la responsabilité de faire en sorte que l'agriculture puisse prendre toute sa place dans la réponse aux défis environnementaux et climatiques. La future PAC devra ainsi permettre la rémunération des services environnementaux rendus par l'agriculture. Le président de la République s'y était engagé et nous nous mobilisons pour que ces paiements, pour les paiements de ces services, deviennent une réalité. La simplification de la PAC, c'est aussi un enjeu majeur de la négociation pour vous, mais également pour les administrations. Et cette simplification, elle ne doit pas être uniquement une simplification pour la Commission qui renverrait toute responsabilité aux États membres. Je veux être clair avec vous, simplification ne peut pas vouloir dire renationalisation de la PAC. Il n'y a pas une semaine sans que je rencontre mes homologues européens. Je suis présent à tous les conseils à Bruxelles depuis 9 mois. J'y suis du début jusqu'à la fin, prenant soin de travailler avec tous parce que nous avons besoin d'aller chercher des alliés. Nous avons besoin de créer des liens. Nous avons besoin de renforcer nos coopérations, d'avoir des approches partagées sur ce que l'Europe doit apporter à notre politique agricole commune. J'ai rencontré la nouvelle ministre de l'Agriculture de l'Allemagne dès sa nomination. J'étais en Pologne il y a peu, en Finlande, pour poursuivre ce travail de conviction auprès de nos partenaires, parce que c'est en construisant une PAC ambitieuse, plus juste et plus simple que nous gagnerons et que nous contribuerons à avoir des alliances fortes. Enfin, pour être complet sur la PAC et répondre à une des interrogations plus immédiates, je souhaite vous dire et vous redire qu'il n'est pas question de toucher au paiement redistributif et à son taux. J'évoquais tout à l'heure les propos de tribunes éphémères qui préparent les matins qui déchantent. S'il est un sujet qui s'y prête, c'est bien celui des négociations commerciales et internationales. Quand on exporte nos produits laitiers, nos porcs, notre viande bovine, nos céréales, nos vins et spiritueux dans le monde entier, il faut se dire la vérité. Parce que dire que l'on va vendre sans donner un accès à son propre marché en retour relève de la facilité de langage. Et c'est contre cette facilité de langage qu'il faut lutter. Ce dont nous avons besoin, mesdames et messieurs, ce dont nous avons besoin et ce pourquoi nous nous battons, et vous devez le savoir, c'est d'avoir des accords équilibrés en étant des partenaires exigeants. Et c'est le cas notamment sur la filière bovine où il ne faut pas se tromper de combat. Bien sûr que nous devons être exigeants dans la négociation avec le Mercosur, mais surtout nous devons être conquérants en Chine, où nous avons un marché potentiel d'1 million de tonnes par an qui va se réouvrir après 17 ans d'embargo suite à la crise de la vache folle. Cette réouverture, nous l'avons négociée à Pékin en janvier dernier, et c'est à ce gouvernement et à la volonté du président de la République de porter ces sujets que nous le devons. L'agriculture française a besoin d'une politique commerciale avec des résultats équilibrés. Emmanuel Macron a rappelé lors de ses vœux à l'agriculture que la France a fixé des lignes rouges en décembre. Et croyez-moi, ces lignes rouges, nous les tenons. Ces lignes rouges, nous les portons. Nous les portons sur le territoire national et nous les portons aussi à l'extérieur, n'en déplaise à certains. Et ce que la Commission fait aussi, et ce que les accords commerciaux de l'Union européenne que nous souhaitons porter, ils doivent être cohérents avec les engagements que nous prenons pour nous-mêmes sur le plan social, sanitaire et environnemental, parce que nous souhaitons que ces accords, si demain ils devaient être signés, ils ne mettent pas en péril nos filières. Ces accords, ils peuvent être une opportunité pour développer vos exportations et gagner des parts de marché à l'international. Et puis, l'objectif est aussi d'abaisser les droits de douane
d'éliminer au maximum les barrières non tarifaires et d'assurer la protection de nos indications géographiques partout dans le monde. États généraux de l'alimentation, et j'en conclus, projet de loi, construction des prix à partir des coûts de production, renforcement des OP, encadrement des promotions, seuil de revente à perte à 10%, plan de filière, montée en gamme, grand plan d'investissement, plan d'action bioéconomie, plan ambition bio, fiscalité, épargne de précaution. Tous ces chantiers ont été lancés depuis juin dernier, conformément aux engagements qu'avait pris Emmanuel Macron devant vous il y a un an. Ces engagements résultent d'une doctrine bien établie et qui, malgré tout, continue de surprendre. On avait dit ce que l'on allait faire et on fait ce que l'on avait dit. Et parce que le monde bouge, et qu'il faut que nous bougions, et c'est le thème de votre congrès, je pourrais ajouter à cette liste d'autres chantiers que je souhaite engager dans l'année qui vient en concertation totale avec l'ensemble des professionnels et vos représentants. Je pense à des questions difficiles qu'il faudra aborder sans tabou, comme l'articulation des dispositifs agridifs, les pré-retraites, il faudra en parler, il faudra parler de l'installation des futures générations qui devront demain prendre à bras-le-corps les professions agricoles, travailler à une ambition en matière d'installation des jeunes. Je pense au suivi des plans de filière, à la question du foncier sur lequel nous travaillons déjà et sur lequel nous aurons un temps législatif sur 2019. Nous souhaitons travailler pour rénover nos outils de régulation. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, vous êtes engagés par conviction au service d'une profession qui a su depuis des décennies se transformer. Vous êtes engagés les uns et les autres aux côtés d'agriculteurs qui souffrent, qui vous font confiance pour les accompagner, les conseiller, les protéger, les réunir. Le syndicalisme, comme la politique, c'est une aventure collective au service des autres et c'est ça qui donne le sens à l'action que vous menez jour après jour. La vraie reconnaissance que vous pourrez avoir, c'est quand, des années après, un anonyme viendra vous remercier pour une action conduite et que vous puissiez vous dire à ce moment-là « Ah oui, c'est vrai, on avait réussi collectivement à faire avancer ça ». Nous avons beaucoup de chantiers à avancer et à faire avancer, mesdames et messieurs, pour tous les agriculteurs. Il n'est pas besoin pour cela d'être d'accord sur tout pour pouvoir y contribuer ensemble. Et c'est le vœu que je forme pour l'année à venir. Contribuer à faire en sorte que notre agriculture soit fière, contribuer à faire en sorte que notre agriculture soit compétitive, contribuer à faire en sorte que la France soit fière de ses agriculteurs et de son agriculture et qu'elle puisse faire en sorte que tous, ici, puissiez mener vos projets professionnels et personnels dans les meilleures conditions. Merci de votre attention.